Le matérialisme divin, chapitre 6, de l'art à la matière. Elle allait entrer dans la vie d'artiste à 19 ans par son mariage avec Henri Morisset, élève de Gustave Moreau et des Beaux-Arts. Il semble drôle de parler de vie d'artiste pour elle qui avait présente à la mémoire ou vivante sous les yeux tant de vies diverses, parfois chamarrées, parfois brutales, illuminées ou obscures et initiées à tant de mystères, sans parler de toutes celles que nous ne connaissons pas. Sa perspective du monde n'était évidemment pas la nôtre, ni sa hâte, ni sa fièvre comme nous, qui croyons culbuter au bout du chemin après quelques années de luttes et de douleurs, mêlées de maigres joies, dont nous ne savons même pas la source ni le destin, ni si elles féconderont quoi que ce soit, sauf une douteuse progéniture étrangère à nous. Il faut bien le reconnaître, nous vivons dans une complète absurdité. Et notre façon de voir eût semblé très barbare à des ancêtres moins intelligents, paraît-il. Pour elle, tout était différent. C'était une autre manière de toucher la matière et une autre matière et une autre manière de grandir sur une grande route qui devenait chaque fois plus précise, plus claire, plus vaste. C'est très amusant. On apprend. Même si je vivais 1000 ans et davantage sur la terre, je continuerai à apprendre sans arrêter, et je suis sûre que j'apprendrai toujours quelque chose de nouveau, parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus tant aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Comme un enfant lui demandait un jour ce qui avait pu advenir de l'âme de Beethoven, croyant sans aucun doute que ce merveilleux génie allait se réincarner dans un super génie faisant de super quatuors, Mère répondit, avec cette trace d'humour qui l'accompagnait toujours et devant l'enfant complètement choqué, « Je ne sais pas, peut-être un cordonnier. » Parce que notre conception de la grande route est aussi absurde que celle de l'absurde petit bout de chemin tronqué que nous parcourons en grand hâte de devenir le super quelque chose de la mode présente ou de notre goût présent ou de notre connaissance présente. Mais on change de goût, heureusement, et de mode et de science. Et qu'est-ce qui ne change pas dans tout cela? Quelle est la constante? Et d'ajouter, pour rassurer l'enfant interloqué à la perspective d'un Beethoven cordonnier, ce n'est pas une dégringolade, c'est rencontrer le problème sous un autre angle. Quel est-il donc, ce problème de toutes les fois et de chaque fois? La vie d'artiste. De Luxor ou du Palazzo Ducale à la rue Le Mercier, car c'était là qu'était l'atelier de Morisset, il y avait un sacré pas, apparemment, mais tout ce monde est une formidable apparence de quelque chose qui se poursuit imperturbablement sous et par toutes les apparences. Nous sommes en 1897, un an avant la mort de Gustave Moreau, 6 ans après la mort de Rimbaud. L'explosion de lumière des impressionnistes avait soulevé tout un train d'ondes à travers l'Europe et rassemblé sur les bords de la Seine une étonnante palette qui déjà éclatait en 1000 couleurs nouvelles. Monet peignait ses peupliers au bord de l'Epte, tandis que les petites touches pulvérisées du pointillisme laissaient derrière elles une nouvelle soif de triturer la matière et d'en tirer je ne sais quel accent ou quelle lumière. Les néo-impressionnistes, les expressionnistes, les fauves déjà tiraient leurs lignes provocantes et attrapaient le ciel ou les arbres pour les teinter de jaune canari ou de rouge brique,
à la couleur de leur âme ou de quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec les apparences. Rouault cernait ces visages comme des bas-reliefs, laissant percer les siècles ou quelque Assyrie surprise ouvrir les yeux chez nous. Comme Mira même, la peinture crevait l'écorce du monde pour retrouver quelque mystère insaisi. Vlaminck quittait son violon pour cet étrange vertige. Déjà Braque et Picasso avançaient à pas de jeunes loups affamés pour désarticuler finalement cette vieille articulation douteuse. Rodin, dans son coin, taillait et retaillait sa porte de l'enfer, comme si peut-être quelque ciel nouveau allait jaillir de ce chaos de l'âme. Et Mira était là. Elle ouvrait les yeux, elle regardait tout cela avec son sourire de Mona Lisa, ou son rire qui s'amuse de tout, comprend tout, joue avec tout. Oh, qui comprenait si bien ce que les autres empoignaient à pleine main et griffaient, trituraient, déchiquetaient dans leur toile ou leur pierre. Matisse était un élève de Gustave Moreau, comme Morisset, comme Rouault. Elle les connaîtra tous, et les vieux impressionnistes, Renoir, Degas, et les derniers jours de Sisley, Signac, et celui qui ne peignait jamais ses assiettes rondes, Cézanne. Mais il avait raison. Et son regard ne s'arrêtait jamais. Sa soif était aussi grande que la leur, peut-être plus grande encore. Quand ils avaient cessé d'explorer, elle creusait encore, creusait cette matière pour lui arracher son secret. Et même devant les plus extravagantes explosions de couleurs et de lignes de nos modernes, elle s'exclamait encore, à 77 ans, elle qui avait cette si fine culture. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est que cela vous dégoûte complètement de toutes les autres peintures. Oui, ils sont arrivés à m'enlever tout le goût de la peinture d'avant. Il y avait un temps, quand je regardais les peintures de Rembrandt, les peintures du Titien ou du Tintoret, les peintures de Renoir, les peintures de Monet, j'avais une grande joie esthétique. Cette joie esthétique, je ne l'ai plus. Cela me paraît vide de joie esthétique. Naturellement, je suis à 100 lieues de la voir quand je regarde les choses qu'ils font maintenant. Mais c'est pourtant quelque chose qui est derrière cela qui a fait disparaître l'autre. Alors, peut-être, en faisant un tout petit effort vers l'avenir, on va pouvoir trouver la formule de beauté nouvelle. Elle était là. Est-ce un hasard? Au fond, nous n'avions pas eu de révolution plus profonde depuis 1789 et Einstein avait 18 ans quand Mira en avait 19. Comme les pointillistes, Max Planck allait bientôt découvrir que la lumière ne se mouvait pas sagement du tout, mais par petits paquets. La pomme de Newton commençait d'être sérieusement menacée, après certaines autres qui nous fit choir du paradis, et ce n'est pas fini. Elle était choyée de tous, on s'en doute. Ils avaient atteint les 30, 35 ans, 40 ans, et moi j'avais 19 et 20 ans. J'étais la Benjamine. Elle avait je ne sais quoi qui ouvrait tous les cœurs et toutes les portes, comme Mira Ismaloun, mais ce n'était pas ses extravagances ni ses toilettes. J'avais des bottines vernies qui étaient craquées et je les peignais pour que ça ne se voie pas. Et ses paroles étaient plus rares que son rire. Mais elle avait une silencieuse façon d'aller au cœur des choses, de démasquer les apparences et de toucher ce qui vibrait là, ce quelque chose que le peintre avait voulu saisir et qu'il ne s'expliquait même pas très bien à lui-même, et puis cette douceur mêlée d'humour qui savait être calmement violente, cette intelligence aiguë et cette compréhension directe qui mettait chaque chose à sa place très simplement, si simplement que personne n'y avait pensé et que tout le monde partait dans un rire inattendu.
Même Rodin lui faisait ses confidences. Et tant de démêlés secrets qui tiraient celui-ci entre sa femme et son modèle, et celui-là entre son art et la difficile vérité qu'il voulait arracher sans fioriture dans une toile ou un bloc de granit, venaient se présenter à elle sans en avoir l'air. Nous aurions pu avoir des mémoires étonnants si Mira s'était souciée de ramasser ses souvenirs. Mais c'était pour elle un souffle qui passe, et elle était déjà plus loin, très loin, dans la forge de l'avenir. Ceux qui forgent, oui, partout et sous toutes les formes, c'était cela qui l'intéressait. Elle passait, et chacun savait qu'elle passait. Nous l'imaginons dans sa longue robe fourreau comme on en portait alors, ce corsage serré en taille de guêpe, ses cheveux ambrés ramenés en chignon haut sur le sommet de la tête, comme la djata de Shiva, ses joues rondes au teint un peu doré du Moyen-Orient, ce visage très impassible qui s'ouvrait soudain dans un rire et se modelait si étrangement sur ce qu'elle regardait, et ses yeux qui prenaient la couleur des mondes. On aurait dit qu'elle sortait d'un tableau de Renoir, mais nul Renoir n'aurait pu peindre ces yeux-là, et elle sortait de plus d'un tableau selon les jours, les heures, avec une mobilité si extraordinaire qui pouvait la faire ressembler à un clouet aussi, à un masque égyptien ou à une miniature mongole. Nous l'avons vu un jour ressembler à un chat. Cette adaptabilité du visage de Mère et de Mira, nous le supposons, est l'un des plus étranges phénomènes que nous ayons vus. Étrange, sans doute pas pour elle, qui devenait ce qu'elle regardait, qui entrait si profondément dedans que c'était tout un, sans barrière, comme le python du jardin des plantes, les géraniums des Tuileries, calmes et souriants, rien ne les dérange, ou ce reflet d'opale sur les rivières douces de Monet, ou la misère de celui-ci, la misère de celui-là, et finalement la grande misère partout. Elle entrait dans tout, les tableaux, les êtres, les chats, les pierres sculptées ou non, et elle laissait au cœur de chacun quelque chose que nul Mira Ismaloun n'aurait pu laisser. La division. Étrange Mira. Mais tout cela l'a laissée sur sa faim. Elle était en quête d'une révolution plus profonde que celle des lignes et des couleurs, et Einstein, finalement, ou Planck, l'eussent intéressée plus que l'explosion impressionniste, encore que tout se tienne. Un ferment secret s'était glissé dans la matière pour faire éclater la vieille façade. Au Bengale, Sri Aurobindo avait commencé son action révolutionnaire. Elle cherchait à droite, à gauche, elle ouvrait tout grand ses yeux, faisait toutes sortes d'études, comme elle disait, et les expériences continuaient à se déverser, inattendues, chaotiques, mais cette fois avec de la matière humaine. Et qu'est-ce que tout cela pouvait bien dire? Oui, on fait de jolis tableaux, on discute éperdument dans la nuit, on ose cette ligne ou cette couleur, on taille le marbre ou pétrit la glaise. Mais la vie même, cette première matière, sans cadre ni fioriture, qu'est-ce qu'elle est? Tout cela, c'est comme une jolie écume, opaline ou jaune citron, ou de quelque couleur qu'on la poudre, sur quelque chose qui restait si gris, si terne au fond, si misérable au fond. La culture,
une sorte d'écume qu'on a soulevée et qui est sur le dessus, disait-elle. Ou bien la vie n'était qu'un pinceau ou un burin, un instrument quelconque, et le reste, c'était rien qui déambulait entre deux coups de pinceau. Où était-elle la vie, la vraie vie? Et cette couleur, si chaude, si vibrante, qui éclatait dans cette toile, elle n'était pas souvent sur le visage de celui qui peignait, au contraire. Elle n'avait qu'à ouvrir les yeux, et c'était une autre histoire, quelquefois même une curieuse histoire, comme si les traits devenaient transparents et faisaient d'autres lignes avec des couleurs changeantes, pas jolies toujours, quelquefois sombres, ou même comme une absence de tête dans un brouillard obscur, et parfois les diverses parties du visage prenaient des couleurs différentes suivant les humeurs du porteur de tête, et tout cela faisait une sorte de tableau composite aux contrastes violents ou aux couleurs boueuses qui ne ressemblait en rien à la jolie toile de l'artiste. Si Mira avait osé peindre ce qu'elle voyait, elle aurait fait un Picasso plus réaliste que Picasso peut-être. Mais Picasso n'en était pas encore à ses arlequins. Par exemple, l'état de conscience dans lequel se trouve la personne que je regarde change, pour mes yeux physiques, son apparence physique. Les yeux ne sont pas tout à fait pareils, le reste de la figure aussi, même la couleur et la forme. Dans un même agglomérat individuel, il y a de tout, et non seulement de tout, mais cela change constamment, la proportion des vibrations change. Seule l'apparence continue d'être semblable à elle-même, mais c'est très superficiel. Et leur état se traduit, si tu savais ce qu'on peut voir. Une quantité innombrable de formes, de visages, d'expressions. On dirait l'album de l'humoriste le plus fin qu'on puisse imaginer. Et ça tourne tout autour et tout le temps. C'est vraiment très amusant. Mais ça n'est pas vu par quelqu'un de sévère ou de méchant. Non, non, mais par quelqu'un qui est très fin, avec un sens de l'humour admirable et une ironie charmante. Ça grouille, ça grouille. Et les gens qui sont très enfermés dans leur sac de peau, on a l'impression de quelque chose de tout à fait artificiel et dur, sec et artificiel et exact. Alors, pourquoi ce tableau-ci ne serait-il pas aussi joli que l'autre? Pourquoi la vie serait-elle inférieure à ce qu'on la peint? Un coup de pinceau chanceux au milieu d'un obscur bourbier. Et finalement, modeler cette matière humaine lui semblait plus intéressant que de colorier une toile peu ressemblante au modèle. Si on changeait cette toile-ci, non? Si l'on en faisait un plus beau tableau? Au fond, la première morale de Mira était une sorte de prolongement de l'esthétique. Les Grecs n'avaient pas découvert autre chose. Mais nous ne savons pas si tous leurs Apollons ne recouvraient pas la même misère. Et puis Mira n'aimait pas qu'on triche. L'honnêteté, ça commençait à la couleur des pensées. Elle allait vivre cette vie d'artiste pendant 10 ans exactement, jusqu'en 1908, quand elle divorcera d'avec Morisset, et quand Picasso commencera à peindre ses arlequins, d'ailleurs, est-ce une coïncidence? Ces artistes, c'était beaucoup un terrain en friche, notre amère. Quand on voyait l'artiste à son travail, il vivait dans une beauté magnifique. Mais quand on voyait le monsieur chez lui, il n'avait qu'un contact très limité avec l'artiste qu'il était, et il devenait généralement très vulgaire, très ordinaire. Nous ne savons pas si la remarque s'applique à Morisset, dont elle n'a jamais parlé, mais pas spécialement à lui.
Déjà, elle trouvait profondément choquant cette division de l'être, de tous les êtres, entre l'art et la vie, entre ce qu'on est et ce qu'on fait, entre l'idéal et la quotidienneté pratique, l'éternelle division de la matière et de l'esprit. Parce que l'esprit ne commence pas à une certaine altitude, et s'il n'est pas là, en fait, dans l'acte le plus ordinaire, le plus banal, il ne sera là nulle part vraiment, où il sera perpétuellement menacé d'être démoli par la première banalité négligée. La puissance de la banalité est l'une des plus étonnantes découvertes qu'il nous reste à faire si nous n'avons pas encore vu que toutes nos civilisations, les unes après les autres, et tous nos triomphes de l'esprit ou de la science, les uns après les autres, et notre propre vie finalement, notre corps, s'écroulent tous et toutes au prétexte le plus banal. Un tout petit choc du hasard, un grain de poussière, un rien oublié, une de ces millions de futilités dans lesquelles nous n'avons pas pris le soin d'infuser l'esprit et qui assaillent la vie et qui finissent par la dévorer. Seulement, comme nous mettons 40 ou 60 ans à nous apercevoir de ce petit rien qui va tout démolir, il reste comme rien, en attendant, et nous allons de ci de là avec des tas de petites morts grouillantes et silencieuses qui attendent leur heure. Nous nous souvenons, que l'on nous pardonne cette digression, d'avoir fait un beau discours un jour à une personne qui se plaignait de ses difficultés. Il suffit, disions-nous, de noyer la petite bête en la mettant à sa place microscopique, là, devant l'océan qui s'étend jusqu'à la Malaisie et au Pacifique et sous les galaxies qui tournent. Un microbe dans l'éternité du temps et de l'espace. Et en effet, la conscience cosmique est un excellent moyen de noyer la petite bête. Mais la petite bête se venge. Elle n'est jamais noyée. Et cette personne de nous répondre très simplement « Oui, mais ce sont les microbes qui font les galaxies et les défont. » En fait, tant que nous n'aurons pas mis de l'esprit jusque dans le dernier microbe, nous mourrons et mourrons. Et peut-être toutes nos civilisations, les unes après les autres, ne meurent-elles que pour apprendre cette leçon-là. Nous ne sommes pas ici pour faire des civilisations, mais pour trouver une nouvelle manière de toucher la matière, plus avec des pensées, des griffes ou une trompe, mais avec autre chose cette fois-ci. Mira était trop matérialiste ou amante de la matière pour supporter cette division et ne pas vouloir mettre de l'esprit partout, ou plutôt délivrer l'esprit partout, puisqu'elle voyait partout couler une même totalité de conscience. Unir les deux pôles, dira-t-elle. L'univers n'a pas été fait pour autre chose que cela. Unir ces deux pôles, les deux extrêmes de la conscience, et quand on les unit, on s'aperçoit que les deux extrêmes sont exactement la même chose, un tout unique et innombrable à la fois. Là-bas, à Calcutta, Sri Aurobindo, en plein dans son mouvement révolutionnaire, découvrait la même vérité et expérimentait les infinitudes de l'esprit au milieu même de l'action la plus violente ou la plus banalement quotidienne. La plupart des religions, écrira-t-il, ont mis leur malédiction sur la matière et fait du refus de la vie physique ou d'une endurance temporaire résignée le critère de la vérité religieuse et de la spiritualité. Les anciennes croyances, plus patientes, plus profondément réfléchies, pas encore touchées par la torture et l'impatience fiévreuse de l'âme sous le fardeau de l'âge de fer, ne faisaient pas cette formidable division, elles reconnaissaient la terre,
notre mère, et le ciel, qui est le Père, et leur accorder un amour et un respect égaux. Mais les anciens mystères sont obscurs et insondables pour nos yeux, et nos conceptions, qu'elles soient matérialistes ou spiritualistes, se contentent pareillement de trancher le nœud gordien du problème de l'existence d'un même coup définitif et d'accepter la fuite dans une béatitude éternelle ou la fin dans un anéantissement éternel ou quelque éternelle quiétude, la vie divine. Et nous nous souvenons de cet admirable vers de Sri Aurobindo. Ils ont attaché l'esprit à un poteau doré de béatitude. Savitri, livre 2. Et les autres ont attaché la matière au poteau noir de la mort. Parce que le dogme des uns, on va à la mort, est aussi faux que le dogme des autres, on va au ciel. On ne va ni à la mort, ni au ciel, on est dans quelque chose d'autre qui n'est ni la matière comme nous la voyons avec nos yeux de chenille mentale, ni le ciel comme nous le voyons avec notre esprit, quelque chose que devra découvrir notre prochaine Père Dieu. Il se pourrait bien que la mort soit le dernier dogme à détruire. Mais pour cela, il faut descendre dans une certaine banalité microscopique, cellulaire, que nous avons jusqu'à présent négligée pour des tableaux plus chatoyants. Car la mort ne commence pas plus au rigor mortis que l'esprit ne commence à une certaine altitude. Sri Aurobindo est mère. C'est toute l'histoire d'un nouveau rapport de l'esprit et de la matière, la découverte d'une troisième donnée qui modifie et l'esprit et la matière et ouvre la porte d'une nouvelle espèce sur la terre. La clarification de la matière. Comment Mira s'y prendra-t-elle? Quel chemin va-t-elle suivre? Il est difficile de le dire. Elle ne le savait peut-être pas très bien elle-même. C'est sans doute que mon chemin doit être vierge, même pour ma pensée, notera-t-elle bientôt. Il est très commode de dire premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'abord elle a fait ceci, puis cela, tant d'exercices, tant de méditation, et tout cela fait un joli chemin dans une boîte. Mais elle avait la malice, comme toujours, de sautiller à droite puis à gauche, un pas en avant et un autre on ne sait où, pour embrouiller tout le monde. Ou peut-être embrouiller notre tête qui s'imagine que le yoga est une sorte d'exercice comme les haltères, la géométrie et le vol à voile. D'ailleurs, elle ne savait pas ce qu'était le yoga, jamais entendu parler de ce spécimen, et pour les exercices, eh bien, la vie entière était son exercice, et le chemin courait de tous les côtés avec elle, sans division. Nous pouvons bien essayer d'attraper mère par un détour, mais elle nous rit au nez et elle a déjà filé là-bas. Une tâche difficile pour ces scribes présents et à venir, s'ils ne veulent pas tomber dans le ridicule du maire a dit ou maire a fait. Elle a tout dit, même les choses les plus contradictoires, et tout fait, même les choses les plus inattendues. Constamment, ma conscience est une conscience d'action. C'est toujours l'action, 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 l'action perpétuelle. Au fond, la création constante. Je pourrais être un érudit, je pourrais être un écrivain, comme j'aurais pu être un peintre aussi. Et tout cela, je n'en ai jamais eu la patience. C'est toujours quelque chose qui s'en allait trop vite, trop haut et trop loin. Trop vite pour Morisset, sans aucun doute, et leur chemin allait s'écarter tranquillement, sans heurts, en bons camarades, jusqu'à ce qu'il épouse une amie de Mira, comme par hasard. De lui, nous savons peu de choses,
sinon qu'il était incroyant comme tout le reste de la sainte tribu, et que c'était un bon vivant, mon Dieu, peut-être un peu léger, et certainement peu enclin à mettre dans sa vie ce qu'il voulait mettre dans ses toiles. Elle n'a jamais tenté de le réformer ni de le convaincre, c'était tout à fait contraire à sa nature de vouloir convaincre les autres. Elle avait spontanément le sens d'une liberté absolue. J'ai l'impression que le monde ne peut être vrai que s'il est absolument libre. Et avec sa simplicité désarmante, elle répondra plus tard à ceux qui lui reprocheront de ne pas être assez sévère pour les brebis capricieuses. Le divin se réalise de façon différente dans chacun, autrement il n'y aurait qu'une personne. Et quand Morisset fermera les yeux pour passer ailleurs, c'est à elle qu'il pensera. Et à elle qu'il demandera pardon. Alors chacun doit suivre son propre chemin et les autres n'ont rien à y voir. Voilà qui est simple. Simple, mais difficile si l'on est honnête. Pourtant, elle aura un fils, André, qui deviendra polytechnicien aussi, une maladie de famille. Elle avait 20 ans exactement. Ce n'était pas cela qu'elle attendait de la vie, ni cela qu'elle espérait de Morisset. J'ai toujours rêvé d'un grand amour partagé qui serait libre de toute activité animale, fera-t-elle dire plus tard à l'un de ses personnages. Quelque chose qui puisse reproduire physiquement le grand amour qui est à l'origine des mondes. Mais faire des filles et des garçons, je ne me suis jamais senti très maternelle physiquement. Il y a des millions de gens qui font ça. Alors, recommencer? Non, vraiment, ce n'est pas pour ça qu'on est né. Ce pourquoi on est né. On est un mystère à soi-même, enfermé dans son sac de peau, là, avec un père, une mère, bientôt de la géographie et des lois, de l'histoire, des tas d'histoires, mais où est notre histoire? Des amis, de la famille, bientôt un métier. Quel métier? Une femme et des enfants qui recommencent l'histoire que nous n'avons jamais commencé. Et où avons-nous commencé une seconde? Une seule petite seconde à nous, qui ne soit pas l'histoire du grand-père et de l'arrière-grand-père et des amis, avec une différence de stylo ou de stéthoscope, de femmes en brun, de femmes en blanc, qui recommence l'histoire de la grand-mère et des amis, avec une différence de religion ou de chapeau de paille, et des tas de petites bibliothèques qui racontent l'histoire jamais commencée. On nous enveloppe de 23 000 mystères avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Parce que de mystères, à vrai dire, il n'y en a pas. C'est celui qu'on nous a mis dessus avec le père et la grand-mère, la géographie et les lois. Alors, nous croyons qu'il faut faire ceci, apprendre cela, et nous courons après des livres qui nous disent seulement ce que les autres ont appris, qu'ils l'avaient appris des autres, en y ajoutant seulement un peu plus de mystère et quelques équations pour mettre en boîte le grand mystère qu'ils ont eux-mêmes tissé. Nous courons après un autre objet et des millions d'objets pour remplir le grand trou du sujet qui n'est pas là, évidemment. Et où serait-il? Il court à des millions d'exemplaires, il court après ce qu'il n'est pas. Il invente des horloges, des téléphones, et il ne sait pas inventer lui-même. Une seconde. A-t-il été, même un souffle, purement lui, sans tout cet enveloppement qui s'enveloppe lui-même de religion, de philosophie, de couleurs, d'un tas de couleurs? On est avec un bourbier à nettoyer, dira-t-elle. Savoir, savoir. Je ne savais rien
rien que les choses de la vie ordinaire, la connaissance extérieure. J'avais appris tout ce qu'il m'était donné d'apprendre. J'apprenais non seulement ce que l'on m'enseignait, mais ce que l'on enseignait à mon frère, les mathématiques supérieures et tout cela. J'apprenais, et c'était rien. Rien ne m'expliquait rien. Je ne pouvais rien comprendre. Mira nettoyait le grand bourbier mystérieux. Elle voulait y voir clair. Pas de mystère, surtout pas de mystère. Elle regardait en elle-même, et elle voyait toutes leurs histoires, des tas d'histoires. Mathilde et le grand Turc et la voisine de la voisine, l'affreux mélange. C'est comme quand on a pris de la couleur, 3 ou 4 ou 5 couleurs différentes, et qu'on les a mises dans la même eau, et puis qu'on bat ça ensemble. Cela fait un résultat gris et indistinct et incompréhensible, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir ce qui est rouge, ce qui est bleu, ce qui est vert, ce qui est jaune. C'est quelque chose de malpropre, beaucoup de couleurs mélangées. Alors, il faut d'abord faire ce petit travail de séparer le rouge, le bleu, le jaune, le vert, les mettre comme ça, chacune dans son coin. Au fond, il est bien possible que celle qui avait traversé tant de mystères en d'autres vies soit née dans la banalité matérialiste de celle-ci pour échapper au fardeau des initiations périmées et, désencombrée des sagesses, retrouver le suprême mystère de l'esprit au cœur de la matière. Peut-être est-ce cela, se rencontrer le problème sous un autre angle. Il y a de grands angles, il y a de petits angles, des millions d'angles, et puis il y a un certain point d'où partent tous les angles, comme le Big Bang est parti d'un grain d'atome. Mais d'abord, il faut que la matière soit claire. Elle faisait cela partout, à chaque instant, dans la rue et dans l'escalier qui montait à sa chambre, avec la moindre chose, la moindre rencontre. Non, la vie n'est pas mystérieuse, seulement nous ne savons pas la vivre. Nous remuons de la boue dans la mare sans arrêt, sur le boulevard avec tout ce qu'on rencontre. Puis nous nous étonnons de ne pas y voir clair. Nous remuons des pensées, des sentiments, des réactions, et nous ne rencontrons personne vraiment ni rien, sauf notre propre mélange que nous mélangeons à tout. Alors, où serait la vibration exacte, la perception exacte? Autant demander à un appareil de radio de nous donner la longueur d'onde exacte après l'avoir trempé dans le coaltar. On baigne dans toutes les choses possibles, bon, mauvais, neutre, lumineux, obscur, tout ça, c'est là. Et la conscience de chacun, en principe, doit agir comme un filtre. Au fond, c'est la raison d'être de l'existence physique. Chacun est un instrument pour contrôler un certain ensemble de vibrations qui représentent son champ de travail particulier. Et c'est une chose admirable. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une grâce infinie, que cet univers est arrangé de telle façon qu'il y a une collection de substances, depuis la substance la plus matérielle jusqu'à la spiritualité la plus haute, tout cela rassemblé dans ce qu'on appelle une petite individualité, mais à la disposition d'une volonté centrale. Ça, c'est à vous, votre champ de travail. C'est comme si on avait soigneusement rassemblé, accumulé un certain nombre de vibrations et qu'on les avait mises à votre disposition pour que vous puissiez travailler totalement là-dessus, nuit et jour, au réveil, dans le sommeil, tout le temps. Personne ne peut vous en priver. C'est merveilleux. Alors, il y a tout ce qui vient d'en bas, la vieille habitude familiale et congénitale, les réactions fabriquées avec le premier lait qu'on avale, si naturel, l'énorme fabrication de l'éducation, puis le monde des vibrations horizontales
qui entrent là-dedans comme dans un moulin et qui nous font sauter à droite, sauter à gauche. C'est une sarabande infernale auprès de laquelle la circulation de nos boulevards est un rêve presque champêtre. Et tous les jours, on ajoute à ce singulier mélange de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de voir admirables, mais tout le temps, et il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf un gigantesque entortillement mental dans les circonvolutions lumineusement obscures. On fait le grand soleil autour d'un petit trapèze et on a fait le tour du monde. Et ce trapèze-là, il n'est même pas de notre fabrication. Qu'est-ce qui est de nous là-dedans? Peut-être une seconde distraite dont on ne s'est même pas aperçu et qui faisait comme un petit sourire à je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de talent exceptionnel ni de vision exceptionnelle. Il y a des appareils clairs et des appareils encombrés. Et quand c'est un peu clair, alors commence le grand intérêt du monde. Alors, quelqu'un, là-dedans, commence à ouvrir l'œil, un œil tout frais, tout clair, comme s'il regardait le monde pour la première fois. Et plus rien n'est mystérieux. On est sorti du pétrin mystérieux. On apprend à lire le grand livre du monde, comme Mira dans sa petite chaise d'enfant ou avec les arbres de Fontainebleau. Personne ne m'avait encore parlé de méditation ni comment on doit méditer. Je m'asseyais sous ces grands arbres. Je me sentais très calme et concentré intérieurement. Et je perdais presque le sens du monde extérieur, et je sentais un contact très intime avec les arbres, et j'étais très heureuse. Il y a des arbres dont l'amitié avec les hommes devient très intime. Ils ont une affection très grande. Leur générosité pour donner protection est peut-être beaucoup plus grande que celle de l'homme. Si vous leur êtes sympathique, vous pouvez très bien sentir les vibrations de leur force vitale. On apprend une nouvelle sorte de coulée de la vie qui passe partout, dans tout, relie tout, sans division de temps ni d'espace. C'est là, immédiat. On peut dire que la rivière est un bon symbole de la vie, disait Mère, que ce qui est constant dans la rivière, c'est l'espèce eau. Ce n'est pas toujours la même goutte d'eau, mais c'est toujours de l'eau. Sans eau, il n'y aurait pas de rivière. Et ce qui est durable dans un être humain, c'est l'espèce conscience. Décollé de son revêtement mental et de l'affreux mélange multicolore de nos sentiments, nos réactions, nos innombrables nos, qui ne sont pas de nous, l'espèce conscience coule toute claire et livre son innombrable message. Et on s'aperçoit que c'est une force, aussi concrète que les courants électriques ou magnétiques, et qui se manipule tout aussi tangiblement. On dirige le rayon, on émet, on ferme le courant, on fait circuler où on veut et comme on veut, et on reçoit ce qu'on veut. On voit venir les vibrations claires, obscures, de sympathie, de haine, de maladie ou d'accident. C'est tout un champ d'études pour distinguer les qualités vibratoires. Et il n'y a plus de morale là-dedans. Cet affreux tigre rayé de vertu et de péché, comme dira Sri Aurobindo, ce même diable en blanc ou noir. Il y a seulement les vibrations constructrices et les vibrations destructrices. Les vibrations directes et les vibrations en circonvolution absurdes et complètement inutiles. Et au lieu de s'emmêler dans le fourmillement des vibrations horizontales, on apprend, dégagé, à percevoir et recevoir tout le monde des vibrations
verticale, à faire passer l'antenne en dehors de la petite calotte crânienne et à découvrir, monde après monde, plan après plan, les vibrations qui font mouvoir le monde et les hommes et les événements. J'ai même des connaissances que je n'ai pas, s'exclamait Mère un jour. Oui, tout est là. Il n'y a qu'à puiser à la coulée de la grande Shakti. En somme, dira-t-elle avec son grain d'humour, l'instruction est un essai pour remplacer la conscience par une bibliothèque intérieure. Et finalement, où est la misère quand tout est vaste? Il n'est de misère que d'être petit et enfermé dans un corps. On est sorti du petit sac de peau mentale, oh, nous pourrions dire du cirque mental, et c'est très joli le cirque, avec ses clowns enfarinés, ses danseuses, ses acrobates qui font d'admirables voltiges sur leurs trapèzes. C'est un spectacle dont on ne se lasserait pas, c'est admirable d'habileté, ça saute à travers des cercles enflammés, ça jongle à s'ébahir, et puis on sort de la tente, cette tente si formidable, si brillante, illuminée, à l'acétylène, et ce n'était rien qu'une petite tente dans une immensité. On peut jouer là-dedans pendant 50 ans de sa vie. On peut y jouer pendant des siècles. On se croit, oui, un acrobate de haute voltige, un baladin, un écuyer. On se croit, n'est-ce pas, n'importe qui, un garçon, une fille, un homme, une femme, un chien, un cheval, n'importe quoi, une pierre, la mer, le soleil. On se pense tout cela au lieu de se penser l'un. Et puis voilà, tout le mystère commence. Le chant unifié sans équation. En 1905, Einstein énonçait ses premières lois d'équivalence de la matière et de l'énergie.